Dans cette édition, nous nous rendrons à Marseille pour découvrir le travail étonnant et personnel d'une jeune plasticienne qui donne presque vie aux objets. Un radar pour protéger les piétons vient d'être installé en région lyonnaise. Nous verrons comment il fonctionne. Et on se rend d'abord sur le littoral varois, à Sifour-les-Plages. Les autorités viennent d'apprendre que les plages seront bien surveillées par des CRS l'été prochain, un dispositif de sécurité qui était menacé. En cette saison, la plage de Bonne-Grâce est déserte. Mais en période estivale, la commune de Sifour voit sa population passer de 35 000 à 100 000 personnes. D'habitude, 8 policiers des CRS sont présents sur cette plage en été. Un dispositif apprécié par la population locale. C'est important qu'il y ait de la sécurité, qu'on se sente même par rapport à la baignade. C'est intéressant d'avoir du personnel qui est là pour nous surveiller, nous protéger. Le maire de Sifour estime également indispensable cette présence des CRS en été. Il vient d'ailleurs d'envoyer un courrier en ce sens au ministre de l'Intérieur et au préfet du Var. Ils surveillent la baignade, bien sûr, mais ensuite ils sont très actifs sur toutes les petites incivilités qu'on peut retrouver sur les plages, hein, les vols à la tire, les comportements indélicats. Et dès que les CRS arrivent, l'ambiance de la plage change radicalement. L'été prochain, 300 CRS maîtres nageurs seront bien présents sur les plages du littoral français. Mais il n'est pas certain du tout que le même dispositif de surveillance soit reconduit en 2019. Un radar pour protéger les piétons lorsqu'ils traversent la route, c'est l'idée d'une société lyonnaise qui intéresse de plus en plus de communes. À Saint-Bonnet-de-Mur, près de Lyon, un radar vient d'être installé. Pour l'instant, il ne verbalise pas mais prévient les automobilistes imprudents. Il a fait son apparition cette semaine sur la RD 306, l'un des axes les plus fréquentés de Saint-Bonnet-de-Mur. Ce radar piéton a pour vocation d'aider les automobilistes à mieux respecter l'une des règles les plus élémentaires du code de la route, à savoir s'arrêter pour laisser les gens traverser. Un piéton arrive au niveau du passage, se présente, donc la caméra dans cette zone détecte un mouvement et donc la présence de ce piéton. En parallèle, l'autre caméra, elle, détecte la présence d'une voiture en mouvement et si le mouvement continue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt du véhicule, elle déclenche à ce moment-là l'affichage du message de danger. Pas de chance, quand nous sommes passés, l'écran ne marchait pas. Le dispositif est pour l'instant expérimental. Il ne fait que sermonner l'automobiliste imprudent en attendant qu'un jour la vidéo-verbalisation soit appliquée. Mais pour l'heure, les piétons s'en contentent. Il faut qu'ils fassent attention, les gens ils font pas attention au volant. Ça va être d'une grande aide pour qu'on puisse traverser. C'est pas mal. En tant qu'automobiliste, qu'est-ce que vous en pensez de ce radar piéton? C'est très bien, parce que c'est vrai que c'est... En France, on en est arrivé, quand les piétons passent, ils nous remercient, vous imaginez un peu? Ce radar piéton, créé par une société lyonnaise, est installé ici à Saint-Bonnet-de-Mur pour 3 mois. Le maire de la commune espère grâce à lui faire baisser le nombre d'accidents. C'est un axe très fréquenté puisqu'il y a 22 000 véhicules jour. 22 000, c'est très important. Et là, on est sur un passage protégé qui amène directement à un groupe scolaire. Ce radar va-t-il permettre de modifier le comportement de certains automobilistes à l'égard des piétons? Mystère. Si le test est concluant, la mairie de Saint-Bonnet-de-Mur pourrait en installer un second devant un autre groupe scolaire. Depuis de nombreuses années, les couteliers de l'Ailleul en Aveyron demandent que leur célèbre couteau soit protégé par une indication géographique. Ce n'est pas encore le cas, mais cela garantirait une reconnaissance pour ce savoir-faire régional. Parmi les couteliers, on compte quelques meilleurs ouvriers de France. Depuis quelques mois, la coutellerie Vendôbrac emploie 3 meilleurs ouvriers de France, une densité de spécialistes unique dans le pays, un choix de ces professionnels passionnés qui se connaissent depuis longtemps, un besoin d'aventure humaine et professionnelle. Le fait qu'il y ait des gars qui aient un haut niveau de compétences professionnelles, il est incontestable que ça crée une émulation dans l'équipe. Tous, on se doit d'être au niveau des collègues, c'est-à-dire de travailler ce qui est le titre de meilleur ouvrier de France, c'est-à-dire de fournir un travail d'excellence. Vendôbrac existe depuis 10 ans. Tous les couteliers ont travaillé dans les ateliers de l'Ailleul pour parfaire leurs connaissances et leurs compétences. 3 d'entre eux ont passé le concours de meilleur ouvrier de France. Sur les 7 salariés de la société, chacun a sa spécialité. C'est de mettre en commun les points forts de chacun. Donc il y en a un qui va maîtriser la forge plus qu'autre chose, il y en a un autre, ce sera la gravure, un troisième la sculpture,
Il y en a un autre qui maîtrise très bien tout ce qui est mécanique, la petite mécanique, on dirait. C'est pas de l'horlogerie, mais presque, quand même, il faut. Donc voilà, l'intérêt, c'est de remettre toutes ces compétences en commun pour arriver à sortir des produits sublimes. Vent-d'Aubrac fabrique des petites séries de couteaux, mais leur spécialité est le travail à l'unité. 90% des pièces sont uniques et faites à la main. Les clients arrivent avec leurs projets, les couteliers les conseillent. Ensuite, chacun exprime son sens créatif. Pour faire un joli couteau, il y a vraiment moyen de pouvoir s'exprimer au niveau du travail de l'acier, de la gravure, de la sculpture. Donc c'est un formidable support d'expression artistique. Vent-d'Aubrac fabrique environ 1000 couteaux objets d'art par an, en vente à la boutique et sur Internet. On se quitte avec cette exposition étonnante à Marseille. Elle est l'œuvre d'une jeune plasticienne, Amandine Maillot, qui se sert des objets de la vie quotidienne pour nous raconter des histoires. C'est une jeune fille qui se balade dans un autre espace-temps et met en scène des fragments de vie passée. Souvent, ça déborde, ça s'accumule, ça casse, mais rien ne meurt vraiment. Amandine démêle les fils de l'histoire familiale à travers des objets du quotidien. Ces objets de famille qui ont déjà vécu, qui se sont imprégnés de nos histoires aussi silencieusement et insidieusement dans la maison, c'est ce qui, en fait, ce sont des témoins de nos vies. Je les récupère soit dans la rue, donc cassés, ou soit dans des trocs, dans des choses comme ça. Et souvent, j'ai besoin de prendre soin d'eux, et pour ensuite les réancrer en fait, dans une nouvelle histoire. Le travail est intuitif. C'est un dialogue, un corps à corps. Des objets qu'elle envisage comme des personnages. On tire le tissu et puis on essaie de lui faire prendre des choses, mais qu'il n'a pas envie de des plis qu'il n'a pas envie de prendre, puis ça se déchire, puis il y a vraiment quelque chose. Donc c'est à la fois quelque chose entre force et délicatesse, donc c'est un bon équilibre. Au rythme de ses expériences, la plasticienne fouille, coud, recoud, greffe, rafistole, réinvente son décor intérieur. Étrange poésie de l'instant suspendu et déjà nostalgique. Je me rattache à ma grand-mère en fait, avec elle je dessinais beaucoup quand j'étais petite. Elle faisait de merveilleuses aquarelles et c'est vrai qu'elle m'a certainement transmis le souci du détail et de l'observation des choses. Donc je l'embrasse là où elle est.